Merci, cher Romain. Est-ce que je peux plaider les traitements inhumains et dégradants? Parce que intervenir après Madame Tulkens, est-ce possible? Est-ce que je vais encore réussir à capter l'attention sur un sujet de droit interne pur, qui n'a pas ce souffle qu'on a entendu dans les 3 dernières interventions, retomber dans un contexte nationalo-centré me paraît extrêmement difficile. Donc je ne remercie pas l'organisatrice de cela, mais en tout cas je la remercie infiniment de m'avoir invité, et c'est une rencontre très riche, je le sens, d'autant qu'elle a hier bien voulu citer la chronique Autorité administrative indépendante et liberté que tient l'Institut Maurice Soriou, donc depuis 3 ans maintenant, aux petites affiches. Une chronique sœur, donc en quelque sorte, de celle qui émerge dans cette université. Donc merci, petite sœur. Je la remercie également d'avoir recentré la question de la soft law sur l'instrumentum, sur la forme, parce qu'évidemment ça simplifie beaucoup les choses dans la façon de l'aborder, et je m'y sentais évidemment beaucoup plus à l'aise. Avec cette spécificité que dans le domaine des droits fondamentaux, la question de la soft law est plus difficile en droit interne qu'en droit international. En droit international, j'ai le sentiment que l'on dégrade un petit peu le niveau de contrainte pour se mettre d'accord sur le contenu, alors qu'en droit interne, les droits fondamentaux sont très largement protégés par des normes de droit dur, et qu'elles sont au sommet de la hiérarchie des normes. Donc on a le sentiment qu'il est un peu paradoxal d'avoir des normes de droit mou ou de droit souple à l'intérieur de ce droit interne, et que l'intervention d'autorités spécifiques pour diffuser ces normes de soft law est aussi passablement problématique, eu égard donc au degré de protection que l'on attend. Sans doute faudra-t-il y voir une protection complémentaire donc de la hard law, une protection qui tente de rendre beaucoup plus effective, en tout cas efficace, la répartition, le développement des droits fondamentaux au sein des institutions administratives et aussi dans le secteur privé. Ceci dit, c'est un sujet qui est en apparence très compliqué, puisqu'on ne sait toujours pas ce que c'est que la soft law, même si on approche aujourd'hui, grâce à ce colloque, un noyau dur. On ne sait toujours pas ce que sont les autorités administratives indépendantes, et on ne sait pas bien ce que sont les droits fondamentaux. Donc trouver l'intersection quand même de ces 3 méga concepts est évidemment quelque chose d'assez complexe. Au niveau des autorités administratives indépendantes, beaucoup s'accordent sur le fait que ce sont des autorités de régulation, mais personne ne sait ce que c'est que la régulation à proprement parler. En tout cas, il y a un débat toujours renouvelé sur cette question-là. Et encore récemment, le rapport du sénateur Mézard, en octobre 2015, est revenu sur l'idée qu'il fallait poser sans doute une définition au moins législative, voire constitutionnelle, des autorités administratives indépendantes, et réduire de moitié le panel que le Conseil d'État accorde actuellement, donc de 40 autorités administratives indépendantes vers une vingtaine à peine, ce qui conduirait à exclure les comités purement consultatifs. Donc c'est vraiment sur le critère de la puissance matérielle ou puissance formelle de ces instruments que se base le Sénat. Ramener auprès du Premier ministre un certain nombre d'autorités purement consultatives, et puis n'accorder le label autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante que celles qui disposent d'instruments de droit dur et éventuellement d'instruments de droit souple en complément de ce droit dur. Donc on voit que la question est centrale encore aujourd'hui dans le débat, et qu'on ne sait pas très bien donc de quelles autorités il faut que je parle. D'autant que, si on ne sait pas très bien de quelles autorités il faut parler, il y a des autorités qui s'occupent centralement des droits fondamentaux, du moins c'est leur mission telle qu'elle est confiée par le législateur. Puis il y a tout un panel qui ne s'occupe qu'accessoirement des droits fondamentaux ou par ricochet. Évidemment, toutes les autorités de sécurité, toutes les autorités économiques ont un impact sur les droits fondamentaux, tôt ou tard, puisque les droits fondamentaux innervent l'ensemble de l'activité sociale. Donc devais-je parler, Charanka, de toutes les autorités administratives indépendantes ou de celles qui se spécialisent dans les droits fondamentaux, quitte à devoir donner donc un périmètre à l'intérieur? C'est évidemment l'option que j'ai choisie, puisque nous avons une pause bientôt. De ce fait, le panel n'en est pas moins large. Nous avons le défenseur des droits, nous avons le contrôleur général des lieux de détention et de privation de liberté, la CNIL, le CSA, la CNCDH, la CADA, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, et dans une moindre mesure, la Haute Autorité de Santé, l'ARGEL, l'ADOPI. Je pourrais, je ne sais pas où mettre le curseur, mais enfin, voilà les autorités plus centrales sur les droits et libertés les plus fondamentaux. Dans ce panel, il faut bien voir qu'aujourd'hui, ces autorités, elles sont relativement récentes. Elles ont émergé peut-être il y a une dizaine d'années, même si le défenseur des droits
et la compilation d'autorités plus anciennes. Mais on voit qu'il y a une exigence peut-être européenne en la matière, puisque de plus en plus on entend, notamment en matière de données personnelles, en matière de contrôle de l'audiovisuel, qu'il est nécessaire que les États créent ces autorités, justement pour leur indépendance par rapport à l'exécutif. C'est ce que le Conseil constitutionnel avait lui-même dit assez tôt à l'égard de la CNCL, l'ancêtre du CSA, en estimant qu'effectivement cette garantie d'indépendance était souhaitable dans le domaine des droits fondamentaux. Dans le même temps, on a souligné qu'il y avait un problème de séparation des pouvoirs si ces autorités disposaient d'un pouvoir réglementaire. Et de ce fait-là, c'est la loi qui doit les leur confier. Et dans le domaine des droits fondamentaux plus spécifiquement, ça se double d'une autre difficulté, qui est que le législateur, au regard de l'article 34, a vocation à remplir pleinement sa compétence en matière de droits et libertés, et donc de ne pas trop déléguer à une quelconque autorité. Donc d'un côté, on dit qu'il faut les créer pour protéger les droits, de l'autre, qu'il ne faut pas leur donner un pouvoir réglementaire trop important, sinon c'est la séparation des pouvoirs qui serait visée. C'est à ce conflit qu'est confronté notamment le Conseil d'État quand il est amené à être saisi de ces questions-là. Et si j'en suis la thèse de Martin Collet, il a un traitement contentieux qui est un petit peu spécifique, on va le voir, dans la mesure où il considère qu'en principe les actes émanant des autorités ne sont pas susceptibles de recours, ne font pas grief, mais qu'au demeurant, s'agissant d'actes de régulation, il doit y avoir un traitement un petit peu spécifique qui est d'admettre quand même davantage de recours contre ces actes dès qu'ils ont un effet réellement sur les intéressés, sur les destinataires, parce que sinon ces autorités ne seraient pas contrôlées et que donc elles souffrent, comme le dit Martin Collet, d'une carence démocratique qui doit être compensée par un contrôle du juge. Donc vous voyez, les choses sont un petit peu complexes, on a une mosaïque qui est assez délicate à traiter. Donc j'exclurais, et ça aurait pu encore faire l'objet d'un débat, la question des sanctions, puisque certaines de ces autorités ont évidemment un pouvoir de sanction. Est-ce qu'on est encore dans de la soft law? Par définition, non. Mais dès qu'il y a un pouvoir de sanction direct, indirect, est-ce qu'on bascule vers de la hard law? Donc on repose la question de l'existence des catégories et des frontières qu'on a soulevées hier et qu'Olivier évoquait ce matin. Donc par principe, je vais exclure l'idée que c'est de la soft law, mais on va voir qu'il y a des sanctions qui sont à terme, qui sont reculées par la AI elle-même ou par le fait que la AI puisse saisir une autorité de sanction du fait de la violation de ses propres recommandations. Donc la sanction n'est jamais très loin. Et on va voir donc que ça permet sans doute d'effacer très largement la distinction entre les deux types de normes. D'autant que les AI, dans le domaine des droits fondamentaux, disposent parfois d'un pouvoir de sanction, mais il est relativement faible si on le compare à l'ensemble des autres autorités, notamment en matière économique ou en matière de sécurité. Ce n'est pas ce qui caractérise les AI, même si le défenseur des droits en matière de discrimination a un pouvoir de sanction, même si le CSA en a également, même si la CNIL l'utilise, c'est grosso modo, vu d'avion, moins développé et moins puissant que ce que peuvent utiliser, je sais pas, la Haute Autorité de la concurrence, par exemple. Néanmoins, c'est le panel de pouvoir dont disposent ces autorités, particulièrement le défenseur des droits, qui attire l'attention. Puisqu'en revanche, on va le voir, ils peuvent s'autosaisir, ce qui est évidemment un aspect très important. Ils peuvent régler des situations en équité, des recommandations, prendre des injonctions dans des situations particulières, mais aussi des injonctions parfois générales. Ils peuvent assister toute personne dans des démarches en défense, en justice. Ils peuvent prononcer des amendes transactionnelles parfois, saisir l'autorité hiérarchique d'un fonctionnaire. Donc le panel de possibilités de soft law est évidemment très vaste. On n'oubliera pas non plus qu'il y a souvent chez AI jeunes une forme de militantisme. On le dit souvent des héritiers de la HALD, mais le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation de liberté, selon la personnalité de la personne qui est en charge de la fonction, peuvent avoir un aspect très militant et effectivement effacer très largement la distinction entre soft law et hard law, en estimant que l'important c'est l'objectif, il faut développer les droits de l'homme, il faut les densifier. Le lien donc est fort entre soft law, AI et droits fondamentaux. L'évolution des choses en est la cause. Je lisais récemment un article d'Étienne Picard dans le dernier ouvrage dirigé par Madame Thibierge. Il explique qu'effectivement, ces AI vont se développer, cette soft law va se développer dans le domaine des droits fondamentaux, tout simplement parce qu'on a un renversement de perspective, nous dit-il. Ce n'est plus la société qui se choisit un État, c'est l'État, nous dit-il, qui se choisit une société. Il ne faut pas que j'oublie de vous passer le PowerPoint, puisque je vous ai mis le texte de la citation de notre collègue Étienne Picard,
qui nous dit que naturellement, à tous ces procédés correspond une production de normes qui se diversifie considérablement, en modulant leur portée normative respective, et qui ne relève plus exactement ni de la police ni du service public, mais de ce que l'on pourrait désigner de façon assez neutre comme une sorte de maîtrise générale des relations sociales. Donc la soft law, ce n'est pas juste un phénomène périphérique du droit, ce serait la norme d'action normale d'une société qui est organisée par l'État. Et donc en complément de la hard law des droits de l'homme, on a une soft law qui le rend efficace. La question que je me pose donc est de savoir si cette question de la soft law et des droits fondamentaux change notre vision des autorités administratives indépendantes. Je le crois. Parce que si la jonction entre régulation et droits fondamentaux est relativement facile à voir, relativement évidente, on verra aussi dans un second temps qu'il y a un effacement sans doute de la distinction hard law, soft law, dans la mesure où le hard law, le soft law devient le prélude assez souvent dans le domaine des droits fondamentaux, en raison de leur valeur axiologique, en raison de la publicité qui est donnée aux différentes affaires, sont le prélude de la hard law. Elle est souvent derrière, en deuxième plan, mais elle arrive et elle protège la soft law. Et ensuite, parfois même, des instruments, sous la forme de la soft law, on a une authentique norme de hard law, c'est ce que reconnaît le Conseil d'État. Donc dans un premier temps, la question, j'irai très vite sur les parties, vous l'aurez compris, la question classique de savoir quels sont les instruments utilisés par l'autorité administrative indépendante dans le domaine, c'est ce qu'on pourrait appeler un pouvoir réglementaire doux. Donc de la soft law, mais douce. D'abord parce qu'on va mesurer les effets qui sont produits sur les destinataires de cette soft law et que c'est donc dans la relation entre l'autorité administrative indépendante et son public, public qui participe en principe à l'autorité administrative indépendante elle-même, qui est convaincu par la légitimité de son action, que l'autorité des normes qui sont posées va être efficace. D'abord, j'insiste sur l'autosaisine. La plupart des autorités qui se spécialisent dans les droits fondamentaux ont un pouvoir d'autosaisine. C'est le cas du défenseur des droits, de la CNIL, du contrôleur général des lieux de détention et de privation de liberté, de la commission consultative des droits de l'homme, j'en passe et des meilleurs. Donc, elles ont toutes les apparences parfois d'une juridiction, puisqu'elles vont prendre des recommandations individuelles, donc elles statuent sur une situation donnée, mais en plus elles peuvent se saisir de la dite situation, ce qu'un juge évidemment n'a pas. Donc elle n'a pas l'autorité de chose jugée, mais la possibilité d'intervenir sur toutes les situations qui lui semblent préoccupantes, ce qui est un pouvoir considérable évidemment, qu'il ne faut pas passer sous silence quand on parle de soft law. Ensuite, on pourrait détailler longtemps les degrés de ces normes. Ça commence par du communiqué, puis on peut avoir ensuite un avis qui est plus descriptif et plus préparatoire d'autres choses. Et puis on passe assez vite à la recommandation qui prend différentes appellations, parfois délibération. Et cette recommandation, elle est en principe une normativité. Si on dit qu'elle n'est pas prescriptive, ça n'en est pas moins une norme, puisque l'AI en général va à la fois donner un modèle de comportement, elle indique comment il faut se comporter pour être fidèle à la pensée des droits de l'homme, et d'autre part, elle est aussi une norme de jugement, puisqu'elle permet d'évaluer le comportement réel des autorités publiques ou des personnes privées auxquelles elle est confrontée quand il s'agit par exemple de discrimination. Donc si une recommandation ne commande pas et si la loi ne recommande pas, on voit bien tout de même que ces recommandations sont des recommandations qui évaluent très largement la situation et qui imposent une certaine façon de la traiter. On voit bien que si on prend le défenseur des droits par exemple, il utilise assez allègrement tout le panel, il prend acte d'une situation, il évalue la dite situation, il recommande individuellement ce qu'il faut faire et derrière il prend des recommandations générales en expliquant au gouvernement ce qu'il attend de lui, puis il pose un délai en attente des différentes réponses et éventuellement il publiera ses réponses, il publiera également la décision de justice qui a pu intervenir quand il a opéré une intervention. Donc tout le panel de ce qui peut faire pression est utilisé par ces différentes autorités. Ce qui fait que la souplesse apparente de cette soft law est soit apparente, soit temporaire. Elle est réelle mais temporaire, c'est-à-dire qu'on sait qu'à terme, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus contraignant. On est dans une progressivité de la norme de jugement. Voilà pourquoi quand on dit que l'injonction est informelle, elle n'en est pas moins réelle. Le défenseur des droits se laisse aller parfois à de véritables avis comminatoires. Alors, j'aurais
voulu prendre beaucoup d'exemples, parce qu'en réalité, il faut faire vivre la matière par les exemples. Et il m'aurait fallu la journée, probablement, parce qu'il y a de nombreuses affaires très intéressantes. J'en prendrai une, parce qu'elle touche Toulouse et que j'y ai été directement impliqué, et qu'elle est vraiment topique de la situation. J'ai reçu un coup de fil d'un ami qui dirige le CECOS, donc le Centre de lutte contre la stérilité de Toulouse, et qui est par ailleurs le président de la fédération des CECOS, donc qui s'occupe d'assistance médicale à la procréation, et qui me dit: Xavier, j'ai un vrai problème, on vient de recevoir un avis du défenseur des droits qui nous impose de recueillir les gamètes d'une personne qui est un homme et qui va devenir une femme. On est dans une procédure de transsexualisme, et il veut conserver ces gamètes pour pouvoir s'en servir plus tard. Alors, n'étant pas tout à fait dans la situation, je dis: mais pourquoi faire? Enfin, quand il sera devenu une femme, pourquoi est-ce qu'il aura besoin de sperme? Éventuellement, dans une procédure avec une GPA, une gestation pour autrui, il pourra éventuellement du coup avoir un bébé de son côté avec ses propres gamètes. Et voilà, donc il nous demande, moi j'ai refusé évidemment spontanément, ça n'entre pas dans le cadre du Code de la santé publique qui prévoit qu'on conserve ses propres gamètes quand on a une opération de type cancer, une chimiothérapie qui fait perdre la capacité reproductive, mais de façon thérapeutique. Là, on n'est pas dans une perspective proprement thérapeutique, on est dans une opération de convenance. Il a choisi son changement de sexe. Enfin, c'est tout le débat sur le transsexualisme, thérapie ou non-thérapie. Donc, enfin bref, ça ne rentrait pas, d'après lui, dans les préconisations du Code de la santé. Le défenseur des droits a été saisi, et le défenseur des droits a lui-même consulté, donc il a lui-même sa propre soft law, il a lui-même consulté l'Académie de médecine, le Conseil consultatif national d'éthique, et une troisième instance qui m'échappe pour l'instant. Et ces trois autorités, l'Agence de la biomédecine, et ces trois autorités ont convergé toutes vers un refus, même s'il y avait des nuances, même s'il fallait prendre en compte éventuellement pour l'avenir, mais les trois autorités ont convergé vers un refus de conservation des gamètes. Et le défenseur des droits a dit: non, c'est une discrimination, j'en suis persuadé, il faut conserver les gamètes. Et le professeur de médecine qui dirige le CECOS s'est plié à cette exigence, et ils ont donné satisfaction aux patients en question. Donc, défenseur des droits, à lui tout seul, dans une situation de recommandation individuelle, a réussi à faire plier la machine administrative, si on veut, par la force de sa conviction, en disant: de toute manière, c'est une discrimination, et si vous ne suivez pas, bien, on ira devant des procédures beaucoup plus lourdes en discrimination. Voilà. Donc le poids de la publicité aussi joue considérablement en la matière. Alors je parle sous le contrôle des différents représentants. Je crois qu'il y en a un défenseur des droits aujourd'hui qui pourra peut-être rebondir. Mais ce qui est posé, c'est la publicité de ces normes, puisque... J'en ai conscience. Puisqu'aujourd'hui, ces autorités administratives indépendantes doivent publier, pour beaucoup d'entre elles, elles ont l'obligation de publier au journal officiel leurs recommandations. Pour d'autres, de toute manière, elles ne s'en privent pas. Elles choisissent même la façon de les publier. Elles font des recueils maintenant de leurs propres recommandations, qu'elles appellent jurisprudence. Donc on est vraiment dans une façon d'appuyer, de faire pression et d'utiliser une forme de sanction, finalement, une forme d'injonction qui est beaucoup plus dure qu'elle n'en a l'air. Alors, est-ce que ça se confirme dans un deuxième temps? Est-ce que ça se confirme sur un plan plus jurisprudentiel et plus dur? Eh bien, sans doute qu'il y a un dépassement de cette forme douce. D'abord parce que le soft law est sans doute un prélude du hard, et qu'ensuite, elle en est même le masque parfois. Alors, je ne vais pas beaucoup insister sur le prélude, vous avez compris, qu'on ait des normes incitatives ou qu'on ait des normes correctives dans une situation qui est déjà une situation ressentie comme une violation des droits. Dans les deux cas, les différentes autorités administratives qui interviennent ont ce pouvoir d'incitation forte. Je pense aux recommandations en équité du défenseur des droits, qui est un objet quand même très intéressant sur lequel il aurait fallu que je développe davantage. Mais le défenseur des droits nous explique qu'il s'agit de demander à l'administration de s'affranchir des règles de droit et d'aboutir à une solution plus conforme à la volonté du législateur. Ce qui apparaît tout à fait contradictoire. Mais en réalité, il interprète l'esprit de la loi, et il faut passer outre la lettre du texte pour en retrouver l'esprit, l'esprit étant nécessairement conforme aux droits de l'homme, puisque c'est lui qui l'a déterminé, cet esprit. Donc, parfois même, les autorités interviennent de façon surabondante par rapport à d'autres autorités. Le défenseur des droits s'occupe aussi de logements opposables, alors qu'il y a des commissions d'ALLO. Alors, il explique que les priorités fixées par ces commissions ne sont pas forcément les siennes, et qu'en outre, donc, du coup, il recommande au gouvernement de supprimer de toute manière le quota qui est réservé aux préfets de logements d'urgence, et donc sur lequel interviennent ces commissions d'ALLO, et de les attribuer autrement, tel que le défenseur des droits préconise de le faire. Donc, il détricote quand il le souhaite, et intervient de façon surabondante. Alors qu'en pense le Conseil d'État? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que, en apparence, il maintient l'idée que c'est pas de la norme dure, donc en principe, ce ne sont pas des actes faisant grief pour la plupart d'entre eux, mais dès que soit il y a un ton comminatoire, soit ça a des effets sur l'intéressé, soit on identifie une obligation dure qui pourrait faire l'objet à terme de sanctions, eh bien le juge ouvre son prétoire.
Alors on pourrait détailler la jurisprudence, elle est relativement abondante maintenant, mais elle est bien fixée, je ne vais pas forcément le faire. Si l'un de ces trois critères apparaît, le Conseil d'État accepte de considérer que c'est un acte faisant grief, donc il le fait basculer implicitement de son point de vue dans du hard law. Mais ce qui est intéressant, c'est la question du refus de recommander, puisqu'on peut saisir ces autorités pour qu'elles prennent une recommandation. Et là, ces autorités, soit ne répondent pas, soit répondent qu'elles ne le feront pas. Et là, quasi systématiquement, le Conseil d'État considère que c'est susceptible de recours. Donc la recommandation n'est pas susceptible de recours. En revanche, le refus de recommander peut l'être assez largement. Et sur un autre fondement, qui est que ces autorités administratives ont une mission à remplir, et que si elles refusent de remplir cette mission, quand bien même cette mission ne serait que de la soft law, eh bien, elles méconnaissent leurs compétences. Donc on a un traitement un peu asymétrique. Ce n'est pas la valeur de ce qu'elle fait qui fait le caractère grief, c'est le fait qu'elle doit remplir une mission de protection des droits. Donc, comme le dit Jacques Chevalier, entre ce droit souple et le droit dur, les frontières sont poreuses et des passerelles existent. Il fait appel donc au concept de Catherine Thibierge, c'est-à-dire celui de concept de densification normative. Donc c'est dans le prolongement de l'échelle de normativité qui avait été abordée dans le premier ouvrage. On aurait donc la nécessité d'imbriquer ces mesures et de comprendre que la soft law fonctionne avec la hard law de façon tout à fait complémentaire. J'ai eu une tentation, je dois vous l'avouer, parce qu'on ne se refait pas, de se dire que cet objet était un objet d'une analyse institutionnaliste. Donc j'ai évidemment pensé au doyen Henriot, parce que pour comprendre l'épaisseur normative, il faut comprendre le contexte institutionnel dans lequel se situent ces autorités administratives indépendantes, et justement le concept même de régulation, le fait que les acteurs participent à l'élaboration de la norme, et que c'est une norme largement consentie et beaucoup moins unilatérale qu'on ne le croit. Donc sans doute faudrait-il revenir vers une analyse de l'équilibre entre le subjectif et l'objectif. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire. Je vous remercie.